Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la seconde fois cette année, on me pose la question de quoi faire sur les marchés financiers, quoi faire sur les marchés actions. La première fois qu'on m'avait posé cette question au cours de l'année 2020, eh bien c'était au mois de mars dernier où on avait eu des déclenchements baissiers très nets sur les indices actions, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc à la fin du mois d'octobre 2020, il semble qu'on s'oriente dans une configuration un petit peu similaire avec des indices boursiers, là encore une fois que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui ont déclenché des mouvements baissiers assez appuyés. Alors la question qui se pose aujourd'hui de quoi faire sur ces marchés actions, est-ce qu'il faut acheter maintenant ou est-ce qu'il faut vendre éventuellement si on est en position, est tout à fait légitime. C'est pour ça que, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous apporter certains éléments de réponse, des éléments de réflexion, mais aussi des choses un petit peu plus concrètes que l'on peut mettre en œuvre pour gérer ce type de situation difficile sur les marchés. Déjà, dans un premier temps, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un constat de la situation. Ça, c'est la partie la plus simple. Il suffit de constater ce qui s'est passé ces derniers temps et on voit que effectivement, comme je vous le disais donc juste à l'instant, qu'on a des déclenchements baissiers qui sont très forts sur les indices européens et les indices américains. J'ai pris comme exemple le CAC 40, l'indice qui va intéresser, je pense, la majeure partie d'entre vous qui regardez cette vidéo, et puis également l'indice américain, le S&P 500, où là aussi on voit que ces derniers jours on a eu un flux assez nettement vendeur, même si c'est quand même un petit peu moins prononcé que sur les indices européens. Donc ces déclenchements baissiers sur les indices actions sont clairement à mettre en parallèle avec la résurgence des cas Covid-19, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et on voit bien que ça intervient au même moment. Donc les deux choses sont tout à fait liées. Je ne reviens pas sur les statistiques qui sont liées au Covid-19, on les entend déjà assez comme ça toute la journée. Dans le même temps, et ce qui est tout à fait logique, on constate que la volatilité a fortement augmenté sur nos indices. Et là, je vous mets un nouveau graphique qui représente le VIX, donc la volatilité implicite des marchés américains. Et on voit bien qu'on a eu une très forte hausse en parallèle de la forte baisse sur les marchés actions qui témoigne de l'inquiétude des investisseurs. Donc au moment où je tourne cette vidéo, le VIX s'est établi dans la zone des 35-40, ce qui est quand même une zone de tension assez notable, puisque le VIX, quand il est au-dessus de 30, on considère que c'est un niveau de volatilité assez forte et que les investisseurs sont particulièrement anxieux d'une situation. Le dernier élément que je souhaitais vous présenter afin de faire un constat rapide donc, de la situation actuelle, c'est le Fear and Greed Index. Donc ça, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. On voit qu'en ce moment, le marché se situe dans une situation de peur. Ce qui est particulièrement notable sur ce Fear and Greed Index, c'est qu'on a sur la droite de l'image, les valeurs des périodes précédentes, donc de la veille au moment où j'enregistre la vidéo, donc qui tient en fait au 29 octobre 2020, de la semaine précédente, du mois précédent et de l'année précédente. Et on voit qu'il y a quand même aussi beaucoup de volatilité en ce moment sur cet indicateur de la peur et de la cupidité. Donc les investisseurs en fait n'arrêtent pas de passer d'un stade à l'autre ces derniers temps et ça tient essentiellement dans le fait qu'on a beaucoup de nouvelles qui aujourd'hui alimentent les comportements des investisseurs. Donc là, on est dans un environnement effectivement qui est quand même très difficile. Le marché est en train de casser toutes les configurations qu'on avait pu éventuellement identifier, exactement comme au mois de mars dernier. C'est très difficile de se positionner dans un environnement qui est chahuté comme ça, où en fait le marché fait beaucoup de bruit, ça ressemble plus à grand chose et on perd un petit peu nos repères. Donc les constats que l'on a fait à l'instant sur nos marchés financiers soulèvent maintenant des problématiques. La première problématique, c'est la situation de désespoir un petit peu dans laquelle on se trouve en tant que population, mais aussi en tant qu'investisseur. Ce qui fait mal au marché aujourd'hui et ce qui pèse sur le moral des investisseurs, c'est qu'on était dans un contexte d'amélioration d'un point de vue de la crise sanitaire durant l'été et qu'aujourd'hui on est de nouveau dans un contexte de dégradation. Donc le fait qu'on enchaîne des périodes amélioration-dégradation, le marché se dit que peut-être ça va encore durer comme ça pendant des trimestres, voire des années. Donc la sortie de cette crise sanitaire par le vaccin aujourd'hui est quand même très importante. Le problème, c'est qu'on a des doutes sur les capacités des entreprises pharmaceutiques à pouvoir faire ce vaccin et la communauté scientifique semble assez quand même divisée par rapport à cette question, ce qui évidemment n'arrange pas la foi en fait que les investisseurs pourraient avoir en l'avenir.
Donc ça, c'était le premier élément, plutôt sur le contexte sanitaire. Maintenant, d'un point de vue encore un peu plus concret, vraiment sur le contexte financier, il y a une autre problématique qui se pose à nous en tant qu'investisseurs. C'est le rapport de la valorisation entre les entreprises value des côtés et les entreprises croissance. On voit effectivement que les entreprises des côtés sous-performent largement les entreprises croissance. Je vous remets un graphe que je vous avais mis dans la vidéo de la semaine dernière sur les élections américaines, où on voit bien que les entreprises value des côtés sont très largement en deçà des performances des sociétés croissance. Donc le fait qu'on ait de la value qui soit très peu chère si on la compare aux valeurs de croissance, eh bien ça crée un désir totalement compréhensible chez certains investisseurs d'aller acheter ces valeurs sacrifiées au nom de la bonne affaire relative. En effet, aller acheter des valeurs de croissance aujourd'hui, c'est quand même compliqué et surtout que pour certaines d'entre elles, les niveaux de valorisation sont quand même très élevés. Si je vous mets un nouveau graphique là sur la différence de performance en fait entre les grosses entreprises croissance aux États-Unis, donc c'est la courbe du haut, et les entreprises value également aux États-Unis depuis le 1er janvier 2020, on voit très clairement qu'il y a une sous-performance très nette de ces entreprises value. Si on prend la performance depuis le 1er janvier, les entreprises des côtés font moins 15%. Si on prend la performance des entreprises croissance, elles font plus 23% sur la même période. Le graphique que je vous ai mis concerne les entreprises américaines. Ainsi, en tant qu'investisseur, si je dois me poser la question de manière concrète, est-ce que je dois me concentrer sur les entreprises qu'on le vend en poupe, quitte à payer un prix qui est quand même assez élevé, voire très élevé d'un point de vue historique, et prendre le risque ainsi d'être le dernier acheteur du marché à qui on passe le relais et donc le pigeon du marché, ou est-ce que je vais aller me concentrer sur les dossiers sacrifiés qui, là pareil, historiquement sont quand même très peu chers par rapport à ces valeurs de croissance? Pour répondre à cette question sur la value, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la question que tout le monde se pose, est-ce que les dossiers qui sont sacrifiés méritent-ils d'être autant sacrifiés? Et donc pour répondre à cette question, je vous propose de peut-être prendre un petit peu de hauteur et vous demander justement s'il y a des raisons pour qu'on ait une défiance particulière sur cette entreprise. Si oui, s'il y a des raisons, dans ce cas-là, on reste à l'écart du dossier, même si ça nous semble un petit peu exagéré de la part du marché, cette défiance-là. Du moment qu'on a une raison d'avoir une quelconque défiance, pour l'instant, il vaut mieux rester à l'écart des valeurs. Par contre, si on a des dossiers qui sont un petit peu sacrifiés alors que fondamentalement, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'elles le soient particulièrement, à ce moment-là, ça peut être potentiellement une cible d'achat pour nous. Dans ces moments-là de marché, effectivement, on voit que les investisseurs, ils pensent d'une manière un peu unique. Ça y va que d'une seule façon, donc là en l'occurrence c'est à la vente. Il y a des beaux dossiers aujourd'hui qui sont sacrifiés et ces dossiers-là, eh ben, ça peut être intéressant de les avoir à l'esprit pour que quand le marché revienne dans une dimension un peu plus stable, eh bien d'aller se positionner dessus. Par contre, vous avez d'autres dossiers qui sont dans de réelles difficultés. Certes, le marché appuie peut-être un peu trop dessus par rapport à la situation réelle de l'entreprise, mais pour autant, quand on est dans des environnements qui sont comme ça, qui sont compliqués, qui sont chahutés, les investisseurs, ils ne cherchent pas vraiment à comprendre où est-ce qu'ils placent le curseur, est-ce que c'est juste ou non. Non, ils appuient dessus. Donc si vous avez à ce moment-là une envie d'acheter ce type de dossier, ça peut faire très mal puisque le marché peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait l'imaginer. Donc là, en fait, ce sont plutôt des éléments psychologiques qui rentrent en compte. C'est vrai qu'on voit assez souvent sur Internet, sur des forums notamment de particuliers, où vous avez des investisseurs qui ont beaucoup de certitudes, qui se disent mais ce dossier-là, c'est obligé, il va remonter, il ne peut pas être à ce niveau de valorisation-là, le marché va beaucoup trop loin, alors que le marché est toujours dans ce processus de vente de l'action et les investisseurs cherchent quand même à rentrer dessus. Concrètement, c'est ce qu'on appelle essayer d'attraper le couteau qui tombe. Et ça, c'est pas quelque chose évidemment que je vous conseille dans un environnement comme le nôtre actuellement. Car en effet, l'erreur qui est souvent faite chez les investisseurs, eh bien, c'est de comparer le prix d'une action par rapport à une situation qui est différente. Typiquement, avant la crise Covid, avant le mois de mars 2020, eh bien, on avait des entreprises qui se comportaient d'une certaine façon. Aujourd'hui, elles se comportent d'une toute autre façon par rapport à cette crise Covid et on a des investisseurs qui se disent oui, ben, le prix de l'action a été divisé par 10 ou par 15 et c'est sans doute trop excessif
alors qu'ils se contentent en fait de comparer uniquement le prix sans comparer le changement de situation qui est intervenu entre-temps. Donc acheter pas cher par rapport à une moyenne historique, c'est pas forcément le calcul à faire. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on achète cher ou pas cher par rapport à une situation actuelle donnée de l'entreprise. Je m'apprête tout de suite à vous donner un exemple concret, les foncières. Et notamment, je souhaitais m'attarder sur l'exemple d'Unibail, qui est le leader européen en termes de centres commerciaux et de surfaces donc commerçantes dont ils sont propriétaires et qui louent à des commerces. Quand j'étais plus jeune, aller dans les centres commerciaux, c'était super. C'était vraiment la grande tendance du moment. On voit que sur les dernières années, les centres commerciaux, ils baissent en fréquentation. En général, les familles ont plutôt tendance à déserter ce type d'endroit et malheureusement, on n'a pas une très bonne fréquentation justement dans ces centres commerciaux, de moins en moins. On voit sur les chiffres que ça baisse assez nettement et c'est le cas depuis plusieurs années. Là, je vous mets un petit tableau qui retrace en fait les fréquentations des centres commerciaux de 2013 à 2017. Donc les chiffres, ils datent un petit peu, j'en ai pas trouvé de plus récent, mais on voit bien que chaque année, la fréquentation des centres commerciaux baisse. Alors, dans ce contexte de crise Covid, c'est encore pire que tout évidemment. Sur le premier semestre de l'année 2020, Unibail avait déclaré, en fait, accuser une baisse de 14% de ses loyers nets et une baisse de son résultat net d'environ 30%. Donc on a là une tendance de fond qui est la baisse de fréquentation des centres commerciaux, un changement profond de nos modes de consommation, qui vient en plus être appuyé par une crise conjoncturelle du Covid-19, qui a accéléré encore plus là ce processus. Et donc, on a un prix de l'action sur Unibail qui a été véritablement plus que sacrifié. Ça a été un bain de sang sur cette action-là. Et aujourd'hui, on a des investisseurs qui cherchent à se replacer sur Unibail juste parce qu'on a eu un plus haut historique à 200 € environ l'action et qu'aujourd'hui, on est sur 35 € environ. Et ils se disent, mais on n'est vraiment pas cher aujourd'hui par rapport à ce plus haut historique qu'on a eu. Même si on n'atteint pas ce plus haut historique, peut-être qu'on pourrait viser raisonnablement un 80 € sur Unibail à moyen terme. Sauf que ça, c'est prendre en fait qu'une partie de la réflexion et que derrière, il faut bien voir que le business est en train de changer par rapport au commerce. On voit que sur Internet, c'est une tendance de fond aussi sur les dernières années et ça continue et ça s'accroît même. Il y a de plus en plus de monde qui fait ses courses sur Internet, y compris tout ce qui est courses alimentaires. Et donc sur Unibail, on a des éléments qui viennent justifier le désamour des investisseurs sur cette valeur-là. Et donc c'est bien tout ça qu'il faut prendre en compte et pas juste une notion de prix par rapport à une situation historique en se disant juste c'est pas cher alors j'achète. Alors justement le cas d'Unibail, ça m'amène maintenant à vous proposer des solutions, des modes de réflexion qui pourraient vous aider à vous orienter dans ce type de marché. Les solutions, il y en a plusieurs. Premièrement, il faut évidemment faire attention à, comme je vous disais, à la macroéconomie et la microéconomie, quel est l'environnement global dans lequel on évolue, mais aussi sur les éléments techniques de marché. N'en déplaise à certains, l'analyse technique est quand même très importante et on voit que c'est ce que font les investisseurs professionnels. Ils vont mixer plusieurs éléments, additionner plusieurs éléments, le contexte macroéconomique, le contexte microéconomique pour une société par exemple, et également l'analyse technique. Qu'est-ce que nous dit le marché? Est-ce que le marché en a terminé d'appuyer sur la valeur ou non si on est dans le cadre d'une baisse et qu'on cherche à aller acheter cette valeur. Parce que il n'est pas rare que le marché fasse des excès, clairement, comme je vous le disais, il y a des belles valeurs aujourd'hui qui sont quand même sacrifiées un peu sur les marchés financiers, qui sont pas chères d'un point de vue historique, voire très peu chères. Pour autant, tant que j'ai pas de signal technique de la part du marché qui me dit qu'il en a fini, en tout cas qui me laisse penser qu'il en a fini, il n'y a aucune raison d'y aller parce que peut-être que entre le moment où c'est pas cher et le moment où il va falloir y aller, le prix aura le temps encore d'être divisé peut-être par deux. Et donc on sera passé d'un dossier pas cher à vraiment pas cher. Ce qui est très bien aussi en menant cette analyse d'un point de vue technique, c'est vous poser des questions. Peut-être que vous avez des sociétés qui peuvent publier de bons résultats, comme ça a été le cas par exemple avec Total, pour vous donner un exemple encore hyper concret. Ces derniers jours, on a Total qui a publié son chiffre d'affaires trimestriel.
qui a été largement au-dessus des attentes des analystes, donc des très bons chiffres. Pour autant, l'action n'a pas beaucoup réagi. On a fini la journée à plus 2% environ. Et ça vous mène à vous poser des questions. Puisque certes, à l'instant T, on a des bons résultats, mais le marché ne réagit pas franchement à ces bons résultats. Donc c'est que peut-être le marché, il y a quelque chose d'autre qui le gêne, que vous n'avez pas vu. Et ça vous mène donc à vous poser cette question. Quels sont les éléments en fait qui mènent le marché à ne pas aujourd'hui porter l'action malgré les bons résultats? Donc si vous voyez que le prix de l'action est encore coincé dans une fourchette de prix très bas d'un point de vue historique, malgré un environnement microéconomique qui semble s'améliorer, eh bien c'est peut-être que le marché se pose d'autres questions et a d'autres craintes sur le dossier. Typiquement sur Total, je pense qu'une partie des investisseurs sont en train d'intégrer la crainte que le dividende soit suspendu ou alors soit allégé pour les prochains trimestres. Maintenant, on va se poser une autre question, c'est quand est-ce qu'il faut se séparer de ces valeurs qui ne fonctionnent pas, les valeurs qu'on a en portefeuille et qui sont toujours en train de se faire découper par les marchés financiers, malgré notre analyse qui nous avait dit que c'était peut-être une bonne valeur sur laquelle à investir, je ne sais pas, à moyen ou long terme. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut vous demander si les conditions qui vous ont fait rentrer sur cette valeur sont toujours réunies. Je vous donne un autre exemple, toujours sur Total. Si vous avez acheté cette valeur-là en vous disant que l'activité de Total était quand même une activité assez résiliente, que c'est une entreprise qui est très stable dans le temps, avec un montant de cash qui est assez important et qui paye un dividende important qui va vous protéger en fait sur les variations de marché sur la durée, et que Total annonce par exemple la suspension de son dividende, eh bien à ce moment-là, il faut vous poser la question de est-ce que ça remplit encore les conditions qui vous ont mené à acheter à l'époque l'action Total. Si la réponse est non, à ce moment-là, il peut être judicieux de vous séparer de votre valeur. A l'inverse, si tous les voyants sont au vert par rapport à l'analyse initiale que vous avez menée et que les choses n'ont pas changé, que Total est toujours stable sur son chiffre d'affaires, qu'elle continue de donner ses dividendes malgré le fait qu'on soit dans un marché des matières premières, notamment du pétrole, un peu chahuté, eh bien à ce moment-là, vous pouvez vous dire « Ok, c'est une mauvaise passade, le marché est agité, le marché est volatile, peut-être qu'il va appuyer un peu trop et ne pas valoriser Total à sa juste valeur, mais j'ai aucune raison, typiquement, de m'en aller de la valeur à l'instant T. » Moi, ce que je vous conseille vraiment dans ce type d'environnement de marché difficile et volatile, eh bien, c'est de prendre un petit peu de distance, de prendre de la hauteur et surtout de prendre son temps dans le processus d'investissement. Il n'y a pas à se presser pour aller investir. C'est pas comme si les bonnes affaires en bourse, il y en avait une fois tous les 10 ans, il y en a très régulièrement, surtout qu'avec les amplitudes que nous ont ouvert le marché actuellement, c'est pas grave si on loupe 5% de la recovery de l'action que l'on visait. Ce que je vous conseille également, c'est de construire vos positions. Ça veut dire rentrer ou sortir en plusieurs fois. Ainsi, vous inscrivez le processus d'investissement ou de désinvestissement dans le temps. Et le fait de prendre un petit peu du temps, psychologiquement, ce sera plus simple. Et puis aussi, ça vous permet d'obtenir au fil du temps des confirmations ou des infirmations de votre scénario. Ça évite concrètement de faire des erreurs de devinette sur le point haut ou le point bas. Donc concrètement, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Eh bien, j'essaie de prendre mon temps, clairement. Je pense qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont assez peu chères par rapport à la qualité des fondamentaux. Pour autant, je ne me précipite pas si je n'ai pas toutes les conditions qui sont réunies pour me dire qu'il est temps de passer à l'achat. Alors, il est vrai que dans un environnement de marché qui est aussi volatile que le nôtre actuellement, il est possible qu'à un moment donné, on ait par exemple de bons résultats d'entreprise avec en plus un signal technique qui nous dise que le marché, il en a peut-être terminé avec la baisse et que les acheteurs sont en train de reprendre la main, en tout cas à court terme, à l'instant T, et qu'on se fasse un petit peu piéger que ensuite, les jours passant, la configuration technique se dégrade et qu'ainsi mon signal soit un petit peu invalidé. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'attends, je mets en pause le scénario. Et comme je vous disais, moi j'investis toujours petit à petit, en plusieurs fois, pour lisser mes points d'entrée, pour inscrire le processus d'investissement dans le temps et me permettre au fil du temps d'avoir d'autres confirmations ou au contraire d'autres éléments qui viendraient contredire un petit peu l'analyse que j'ai pu faire il y a quelques temps. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en œuvre. Ça m'est arrivé sur certaines valeurs très récemment, d'avoir des signaux concordants, de me dire je vais commencer à acheter toujours dans un esprit
moyen-long terme, hein, pour un portefeuille vraiment d'investissement, et d'avoir une configuration qui s'est un petit peu de nouveau dégradée avec des flux vendeurs qui sont globaux en fait. Et donc à ce moment-là, je me mets en pause, je prends de la distance et j'attends que le marché me donne un nouveau signal. Je m'affole absolument pas. Comme je vous disais, je pense qu'aujourd'hui, on a des excès un petit peu baissiers sur le marché par rapport aux fondamentaux. Après, le marché a toujours raison à l'instant T, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à contredire le marché sur les éléments qu'il nous donne. Donc, il y a quand même des bonnes boîtes sur les fondamentaux qui me paraissent être de bonnes cibles d'achat. Par contre, attention, si on a une bonne nouvelle sur le vaccin la fin d'année 2020 ou début d'année 2020, je pense qu'il pourrait se passer un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'on ait un FOMO, des investisseurs qui se mettent à acheter un peu tout et n'importe quoi, surtout à n'importe quel prix, avec des entreprises très dégradées. Je vous parlais d'Unibail tout à l'heure. Attention, c'est sûr que ça fera du bien pour le business d'Unibail si on a un vaccin. La fréquentation des centres commerciaux va de nouveau réaugmenter, mais est-ce que ça vaudra le coup d'aller racheter Unibail, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, à 80 €, alors qu'on a vu que la tendance long terme était plutôt à la dégradation sur la fréquentation des centres commerciaux. Donc, il ne faudra pas rentrer dans l'excès inverse, de se dire il faut absolument que je rentre sur le marché, il faut que j'aille acheter avec les soutiens de banque centrale, etc. etc. Le marché ne peut que monter, il faut que j'y aille maintenant. Il y aura certainement aussi des excès dans l'autre sens, donc il ne faudra pas acheter n'importe quoi. Ciblez bien les entreprises qui vous paraissent bien sur l'ensemble des aspects. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est ce qui a vraiment de plus important, ça me pousse à vous proposer toujours plus de contenu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!